La fille de mon frère a dit qu'elle pensait que j'étais imbu de moi-même parce que je n'avais pas d'enfant et que j'étais riche. Ma mère a ri jusqu'aux larmes. Pas moi. Je me suis contentée de me lever, d'embrasser ma grand-mère pour lui dire au revoir, et je suis partie. Le lendemain matin, tous les comptes d'épargne-études que je finançais étaient à zéro. Je m'appelle Juliette. Je vis à Paris, dans un appartement de haut standing avec vue sur la Seine, et je gagne plus d'argent en un trimestre que la plupart des membres de ma famille en 5 ans. Je ne dis pas ça pour me vanter. Je le dis parce que je sais exactement comment il me voit. Pas comme quelqu'un de généreuse. Pas comme celle qui a renfloué mon frère Sébastien lors de son divorce. Ni celle qui a payé 3 semestres de frais de scolarité à la fille de mon cousin quand sa bourse a été refusée. Pas même comme celle qui paie discrètement la taxe foncière de la maison de ma mère chaque année. Non, il me voit comme celle qui se croit supérieure parce qu'elle n'a pas de gosse et qu'elle vit dans une tour de verre. Parce que je ne leur demande jamais rien. Ils ne me le disent pas en face, d'habitude, mais ils le pensent. Et samedi dernier, l'un d'eux l'a enfin dit tout haut. C'était le 90e anniversaire de ma grand-mère, mamie Odette. Toute la famille était entassée dans son jardin en Normandie. Des tables recouvertes de nappes en plastique, des gamins qui couraient partout avec de la crème sur le visage, et une enceinte Bluetooth qui crachait une playlist de 2012. J'étais arrivée le matin même, en première classe, juste après une réunion stratégique à Londres. Personne ne m'a posé de questions sur mon travail. J'étais là depuis 1 heure environ, je faisais la conversation, j'embrassais les gens, je complimentais le buffet. J'étais assise en bout de table, sirotant un Perrier citron, quand Luna, la fille de mon frère, s'est approchée et a lâché sa bombe. Elle se croit spéciale parce qu'elle est riche et sans enfant. Juste comme ça. Pas d'introduction, pas de contexte. Elle ne s'adressait à personne en particulier, mais assez fort pour que tout le monde entende. Puis elle a souri, fière de sa punchline. Ma mère, assise en face de moi, a commencé à rire si fort qu'elle a dû se couvrir la bouche avec sa serviette. Quelques autres ont suivi. J'ai regardé autour de moi. Personne n'avait l'air mal à l'aise. Personne n'a dit que c'était déplacé. Alors, je me suis levée. Je n'ai pas dit un mot. Je suis allée vers ma grand-mère, j'ai embrassé sa joue, je lui ai souhaité un bon anniversaire, et je suis partie. Pas de scène, pas d'éclat de voix, juste terminé. Le lendemain matin, je me suis levée tôt, j'ai fait du café, j'ai ouvert mon ordinateur et je me suis connectée au compte d'épargne que j'avais ouvert pour les enfants. Il y en avait 5 au total, un pour Luna, un pour sa sœur, 2 pour mes autres nièces et un pour le fils de mon cousin. Chaque mois, l'argent y était versé automatiquement, sans tambour ni trompette. Ils étaient tous en excellente voie pour financer leurs grandes écoles. À 7h42, chaque compte était vide. À 8h05, j'ai eu mon premier appel manqué. Mon frère, puis mon cousin, puis ma mère. Luna m'a envoyé un SMS, « Attends, quoi ?» suivi de 5 points d'interrogation. Je n'ai pas répondu. Je l'ai bloqué à la place. Ensuite, je suis allée me promener, j'ai pris un latte en terrasse et j'ai éteint mon téléphone. Personne n'avait jamais connu le silence de ma part. Ils allaient découvrir à quel point il pouvait être assourdissant. Le lundi, ma mère avait laissé 4 messages vocaux, de plus en plus frénétiques. Je n'en ai écouté aucun. Je regardais la transcription s'afficher sur mon écran comme un accident au ralenti. Qu'est-ce qui est arrivé au compte, Juliette ?
Rappelle-moi. Est-ce que tu vas bien? Tu es parti tôt de chez mamie et maintenant l'argent a disparu. C'est à cause de la blague de Luna, c'est ça? Ne sois pas ridicule. Tu ne peux pas punir les enfants, c'est bas, même pour toi. Même pour moi. Cette phrase m'a piqué, comme si c'était moi qui avais rendu les choses personnelles. J'ai passé l'après-midi sur mon balcon, téléphone éteint, un verre de vin à la main. Paris était calme. Et le chaos semblait loin. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme le portefeuille de la famille. Le mardi matin, les emails ont commencé à arriver. Mon cousin a écrit en premier, « Je veux juste discuter ». Il a écrit un paragraphe sur sa gratitude pour mon aide passée et sur le fait que son fils comptait sur cet argent pour son master. Il disait qu'il n'était pas d'accord avec Luna et que les ados disent des bêtises parfois. Que c'était juste de l'humour. Puis est venu l'email de mon frère, plus long, plus défensif. Il disait que Luna était une gamine et que je surréagissais. Il me rappelait ses difficultés financières, que Luna devait intégrer une école de commerce à la rentrée et que maintenant tout était compromis. Il a fini en disant qu'il s'était toujours douté que je finirais par faire un coup pareil. Je n'ai pas répondu. Puis, quelque chose d'inattendu est arrivé. Le soir même, la femme de mon cousin a appelé. Pas un SMS, pas un vocal, un vrai appel. J'ai laissé sonner. Puis elle a envoyé, « Salut Juliette, je sais que tu es blessée. Je le serai aussi. Je veux juste que tu saches que nous avons apprécié tout ce que tu as fait, même si on ne l'a pas toujours dit. Tu ne méritais pas ça. J'espère que tu reviendras vers nous, mais sinon, je voulais quand même te dire. Merci. » C'était la première chose sincère qu'on me disait depuis la fête. Ce n'était pas de la lèche, ni de la culpabilisation. Ça sonnait vrai. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas bloqué non plus. Le mercredi, mamie m'a appelé. Son message était court, « Juliette, je t'aime. » Celui-là, je l'ai gardé. Pendant ce temps, mon frère devenait désespéré. Il m'envoyait des captures d'écran des frais d'inscription. Il demandait si on pouvait avoir une conversation d'adulte. J'ai ri, parce que voilà le truc, jusqu'ici, je n'étais pas en colère, j'avais juste tourné la page. C'est différent. Mais soudain, avec l'argent disparu, tout le monde se souvenait de qui j'étais. Pas juste celle qui a du cash. Celle sur qui on compte. Celle qui ne demande jamais de merci. Celle qui sourit poliment et ne fait pas d'histoire. Cette version de moi n'existait plus. Et il commençait à peine à le réaliser. Le jeudi, j'ai commencé à recevoir des messages qui n'étaient pas vraiment des excuses, mais des prétextes déguisés. C'est le style de ma famille, ne jamais s'excuser sans rejeter une partie de la faute sur l'autre. Ma mère a fini par envoyer, « Ton frère est dans tous ses états. Luna pleure. Tu sais comment sont les jeunes. C'est juste un malentendu. Un malentendu. » Comme si son rire à elle n'avait pas été le plus fort. Comme si c'était une remarque anodine et que j'avais mal interprété le fait d'être moqué devant 3 générations. Puis elle a ajouté, « Ne laissons pas un commentaire gâcher des années de famille. » Je n'ai pas répondu. Ce que je voulais dire, c'était, des années de quoi? Des années où je me présente discrètement pour aider, en avalant chaque remarque méprisante comme si ça faisait partie du rituel familial? À la place, j'ai laissé le silence faire son travail. Cet après-midi-là, Luna m'a envoyé un message vocal. Elle ne l'a même pas écrit,
elle s'est juste enregistrée en train de pleurer. Je n'ai pas appuyé sur lecture. Je l'ai bloqué sur Gmail ensuite. Puis, mon oncle Philippe a appelé. Nous n'avions jamais été proches. C'est le genre d'homme qui fait ça. Prière à table d'une main tout en envoyant des SMS de l'autre. Il a laissé un vocal lui aussi. Il disait qu'il avait entendu ce qui s'était passé et qu'il n'avait jamais été à l'aise avec la façon dont la famille parlait de moi dans mon dos. Il disait qu'il citait toujours mon exemple à ses enfants, que j'avais réussi par moi-même et que c'était peut-être ça qui les rendait si amers. Puis, il a dit une chose qui m'a marqué: parfois, les gens ne réalisent la valeur d'un pont que lorsqu'ils l'ont brûlé. Il a raccroché. Il n'a pas demandé que je le rappelle. J'ai écouté ce message 3 fois. Non pas parce que je le croyais entièrement, Philippe n'est pas un modèle d'intégrité, mais parce que ça confirmait ce que je ne m'étais pas encore avoué. Ce n'était pas juste une remarque de Luna. Ça couvait depuis des années. Je me suis souvenu de moments comme celui où j'ai payé la réfection du toit de ma mère et qu'elle a dit à tout le monde que la banque l'avait aidée. Ou quand j'ai offert un voyage à Disneyland à Luna et sa sœur, et qu'elles ont dit à leurs amis que c'était une surprise de leur père. Ou la fois où mon cousin avait besoin d'un avocat, que j'ai payé les honoraires, et qu'ils ont dit qu'ils s'étaient débrouillés. Je n'étais pas seulement exclue, j'étais invisible. Mais maintenant, privée d'eux, leur filet de sécurité, j'étais la seule qu'ils voyaient. Je pensais que le silence suffirait, mais j'avais tort. Le vendredi, la panique s'est transformée en stratégie. Ils ont essayé une nouvelle approche, faire semblant de s'intéresser à moi. Vendredi soir, je suis rentrée et j'ai trouvé des fleurs devant ma porte. Pas de mots, pas de signature, juste un bouquet hors de prix qui hurlait l'argent de la culpabilité. Je ne l'ai même pas rentré. Je l'ai laissé sur le paillasson. Vers 22h, j'ai reçu une notification pénible. Mon frère m'envoyait 50 € avec le message « pour un café. Désolé pour le week-end dernier. » J'ai fixé l'écran un moment. C'était tellement étrange que ça m'a fait rire. 50 € de la part de l'homme dont la fille me traitait de distributeur automatique sur pattes. Un homme que j'avais personnellement sorti du surendettement il y a 3 ans. J'ai refusé le transfert. 2 heures plus tard, j'ai reçu un message sur LinkedIn d'une certaine Madame Girard. Je n'ai pas reconnu le nom au début, mais le message était clair. « Bonjour Juliette, je suis la conseillère d'orientation de Luna. J'espérais que nous pourrions discuter. Elle est très affectée par la situation et a mentionné que vous étiez un pilier de son projet d'études. Je serais ravie de vous accorder un moment. » Je suis restée là, sidérée. Ils avaient donné mon nom à son école. Luna avait dit à cette femme que j'étais responsable de son éducation et maintenant il espérait que je m'explique sur mon retrait soudain. Je n'ai pas répondu, mais j'ai cliqué sur le profil de cette dame. J'ai vu qu'elle avait étudié à HEC. Ça m'a fait sourire, j'avais fait un don important à leur fondation l'année dernière. Discrètement, bien sûr. Le lendemain, c'est devenu encore plus bizarre. J'ai reçu un email d'une vieille amie de la famille que je n'avais pas vue depuis des années, me demandant si tout allait bien. Elle disait que ma mère lui avait confié que je traversais une phase émotionnelle difficile. Ils étaient en train de me faire passer pour quelqu'un d'instable. J'ai réalisé qu'ils ne paniquaient pas seulement, ils essayaient de contrôler le récit avant moi. Ils pensaient que s'ils avaient l'air assez inquiets, ils pourraient faire croire à une sorte de dépression nerveuse de ma part. De cette façon, si le soutien financier s'arrêtait,
ce ne serait pas leur faute, ce serait la pauvre Juliette qui a perdu la tête. C'est là que j'ai décidé de changer les règles du jeu. Je n'ai pas bloqué mon frère, je n'ai pas répondu non plus. À la place, j'ai posté quelque chose. Pas sur Facebook où il m'attendait, mais sur LinkedIn. Une simple mise à jour, ravie de réorienter mes ressources vers de nouveaux projets de bourse pour des étudiants de première génération. Reconnaissante de pouvoir soutenir ceux qui valorisent vraiment l'éducation, la gratitude et le mérite. 10 minutes plus tard, SMS de la femme de mon cousin, tu crées une fondation? Je n'ai pas répondu. Cet après-midi-là, j'ai fait un don de 20 000 € à une association locale qui aide les mères célibataires à reprendre leur études. J'ai joint un message, en l'honneur de chaque femme à qui l'on a dit qu'elle n'était rien sans mari ou sans enfant. Faites en bon usage. Maintenant, le silence n'était plus le mien, c'était le leur. La semaine suivante a été calme d'une manière très satisfaisante. Pas de SMS, pas d'appel, juste le silence radio d'une famille qui n'avait plus d'arguments. Puis, sans prévenir, ma cousine Michel a débarqué à Paris. Elle m'a envoyé un message, je suis en ville. On peut parler? J'ai ignoré. Elle a renvoyé 1 heure plus tard, je suis en bas de chez toi, je ne suis pas là pour me battre. Je veux juste te voir. J'ai regardé par la fenêtre et elle était là, devant le café d'en face, tenant son téléphone à 2 mains, l'air perdu. Michel n'avait pas pris le temps de me rendre visite une seule fois en 5 ans, alors que j'étais descendue en province une 12aine de fois. Je ne suis pas descendue. Je l'ai laissée là jusqu'à ce qu'elle abandonne. Ce soir-là, elle a envoyé un dernier message, je comprends maintenant. Vraiment. On a été horrible. Pas seulement Luna. Nous tous. On s'est habitué à ce que tu donnes sans rien demander. On a cessé de te voir comme une personne. Je suis désolée. Je n'ai pas répondu. Et puis, il y a eu cette lettre de ma grand-mère. Écrite à la main. Pas de timbre. Quelqu'un l'avait déposée. Juste une feuille pliée en 3. Juliette, ta présence a manqué cette semaine. Ton absence est plus bruyante que ton silence. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait précisément, mais je sais de quoi ils sont capables, et je sais ce que tu as donné à cette famille. Je sais aussi ce que ça fait d'être la forte qui finit par dire stop. Je t'aime et je te comprends. Mamie. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste rangé la lettre dans un tiroir avec mes autres souvenirs secrets. 3 jours plus tard, une université m'a invité à parler lors d'une conférence sur l'éducation et la réussite. J'ai accepté. Le même jour, nouveau pélib de mon frère, 1 euro. Message, s'il te plaît, ne nourris pas de ta vie pour toujours. J'avais tort. Je ne l'ai pas refusé cette fois, je l'ai laissé là comme un rappel numérique de ce qu'il a fallu pour qu'il me voie enfin. Une semaine après le commentaire de Luna, tout avait basculé. Il me traitait comme un bonus, maintenant il réalisait que j'étais les fondations. Je ne les avais pas coupées par haine, mais parce que j'en avais assez de nourrir des gens qui me mordaient la main. Une invitation est arrivée par la poste quelques jours plus tard. Une vraie enveloppe, du papier épais. À l'intérieur, nous organisons un dîner. Juste nous. Pas d'enfants, pas de bruit, juste la famille. Nous aimerions parler. Dimanche, 18h. Chez mamie. Pas de signature, pas de chantage affectif. J'ai laissé l'invitation sur mon comptoir pendant 3 jours sans répondre. Dimanche, j'ai mis une robe noire sobre. J'ai conduit jusqu'en Normandie,
je me suis garée un peu plus loin. En entrant chez mamie, j'ai senti que l'ambiance avait changé. Pas de chaos, pas de musique à fond. Juste ma mère, mon frère, Michel et mamie à table. Les couverts étaient mis. De l'eau, pas de vin. Personne ne souriait. Je suis restée debout. Mon frère a parlé le premier. Il s'est excusé, a dit qu'il aurait dû intervenir à la fête, qu'il avait ri parce qu'il pensait que ça passerait, comme d'habitude. Ma mère a suivi, admettant qu'elle avait ri parce que c'était plus facile que d'affronter la réalité. Michel a dit qu'elle avait compris trop tard que le cadeau n'était pas l'argent, mais moi. Elle a ajouté, tu n'as jamais essayé d'être spécial, tu voulais juste être respecté. Je me suis assise. On a parlé pendant 2 heures. Pas de drame, juste une honnêteté brute qui manquait depuis des décennies. Mamie a conclu, ils ont changé, mais toi aussi. Ils n'ont pas demandé de rouvrir les comptes d'épargne. Ils savaient que c'était fini. Ce qu'ils voulaient, c'était moi. Mais ils n'auraient plus. L'ancienne Juliette, la donatrice silencieuse. Ils avaient passé des années à croire que j'avais tout parce que j'avais l'argent, mais tout ce que je voulais, c'était être traité comme un être humain. Ce soir-là, je suis repartie sans reste, sans culpabilité, sans pression. Et pour la première fois, je ne me suis pas sentie utilisée. Ils avaient enfin compris le prix de la perte de quelqu'un qui ne demandait rien d'autre que du respect. Je ne leur ai pas pardonné d'un coup. Je les ai écoutés et je suis partie. Le lundi, le groupe WhatsApp s'est rallumé. Pas de même, juste des merci sincères. Je n'ai pas répondu. S'excuser ne remet pas les compteurs à zéro. Certains dommages sont définitifs. Ma mère m'a laissé un vocal disant qu'elle avait parlé à Luna, que la petite était honteuse et qu'elle allait m'écrire une lettre, non pas pour obtenir quoi que ce soit, mais parce que c'est ce que font les gens décents. Elle a admis qu'elle n'avait pas appris à sa fille ce qu'était la générosité, et que c'était sa faute. À elle. Quelques jours après, j'ai reçu l'email de Luna. Court, sans mélodrame. J'ai dit une chose horrible. Tu as toujours été là pour nous et je ne t'ai jamais dit merci. Tu méritais mieux. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas supprimé. Les choses ne sont pas redevenues comme avant. Elles ont évolué. Michel prend des nouvelles 1 fois par semaine. Mon frère ne demande plus rien. Ma mère fait du bénévolat. J'ai gardé mes distances. Je ne suis pas devenue cruelle, juste lucide. Je n'ai pas refondé les comptes. Je n'offre plus d'argent. J'offre ma présence quand je le décide. Et lentement, ils ont commencé à traiter cela comme quelque chose de précieux, pas comme un dû. Ils ont appris que je ne les avais pas écartés par colère, mais parce que c'était le seul moyen pour qu'ils réalisent ma valeur. Et maintenant, ils savent ce que ça coûte.